développer, transformer les organisations si on n'est pas en mesure de s'assurer de la consolidation de nos équipes, de s'assurer d'une saine dynamique au sein des équipes. Donc, je pense que vous avez tous été témoins à un moment ou à un autre de votre carrière à des situations difficiles et à des conflits au sein des équipes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, l'idée, c'est de regarder un peu comment peut-on analyser, étudier et arriver avec des solutions, des approches qui permettent de désamorcer les problématiques avant qu'elles ne s'installent de façon trop permanente au sein des équipes. Et donc, c'est un peu le sujet de notre conférence aujourd'hui. Et donc, je suis très heureux d'accueillir Nadia Girard, qui est de l'Université de Sherbrooke, et M. Adama Nijad, qui est maître de conférence en sciences de gestion à Tours. Donc, Adama, c'est sa deuxième présence avec nous donc, au Pôle Santé. Je suis très heureux de l'avoir parmi notre réseau de collaborateurs. Et sans plus tarder, je leur cède la parole et je vous souhaite à tous un très bon séminaire. Merci, Denis. Merci aussi à Florence. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir parmi vous parce que j'ai toujours gardé lors de ma première année de thèse, comme j'ai de la famille à Montréal, voilà, j'avais fait un passage et j'avais gardé un excellent souvenir des échanges que j'avais eus avec M. Quatra et Kevin Hill aussi en même temps, vu qu'on partageait à peu près le même thème qui portait sur les conflits interpersonnels. Donc, c'est un plaisir de revenir. Et cette fois-ci, je ne reviens pas tout seul. Je viens accompagné de Nadia, donc, dont je suis très fier de cette collaboration. Donc là, on va faire une présentation qui va porter sur les conflits interpersonnels. Mais vu qu'il y a différents moyens de résoudre un conflit, là, on va se focaliser sur les espaces de discussion, ou qui peuvent être aussi appelés des espaces d'échange et tout. Donc là, on va se focaliser là-dessus, sur les espaces de discussion. Alors, donc cette étude porte sur le secteur social et médico-social. Donc en France, le secteur social et médico-social regroupe trois parties. La première porte sur la gérontologie, les personnes âgées. Donc il y a aussi tout ce qui porte sur le handicap et il y a aussi l'insertion. Donc on a trois secteurs d'activité à l'intérieur du médico-social. Donc, quand on retrace un peu l'historique de ce secteur, on voit que c'est un secteur qui a toujours fonctionné avec des subsides publics sous forme de financement. C'est un secteur aussi qui existait sous la houlette d'un travail empirique parce que tout n'était pas bien figé. Par exemple, maintenant, on voit que c'est un secteur qui utilise des process de recrutement comme on a l'habitude de faire dans les entreprises. Mais c'est un secteur qui a découvert tardivement certaines disciplines de gestion comme le marketing, la gestion des ressources humaines. C'est un secteur où il y a une forte pluridisciplinarité. Et quand on parle de pluridisciplinarité, bah, forcément, il va y avoir ce qu'on appelle ces clivages catégoriels des métiers qui s'entremêlent, donc ce qui peut faire l'objet déjà de conflits. C'est un secteur où l'humain occupe une place hyper importante, d'où la dimension affective. C'est un secteur aussi qui est fortement instrumenté parce qu'on voit maintenant, si je prends l'exemple des EHPAD, des établissements qui accueillent les personnes âgées, on entend parler d'audit, de démarches qualité. Donc là, c'est un secteur voilà, qui, depuis les années 80, commence à découvrir certains outils. Alors qu'au début, on se focalisait sur l'humain. Donc ça vous permet de vous donner déjà quelques indications sur le secteur dans lequel va se dérouler notre étude. Un intérêt théorique et empirique envers la résolution des conflits interpersonnels. C'est vrai que dès qu'on parle de conflit, c'est un sujet qui fait peur parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les conflits. Il y a d'autres personnes aussi qui aiment tout le temps être en conflit. Pourquoi ça fait peur? Parce que tout le temps, quand on parle de conflit, on voit que la version négative. Alors que moi, je parle toujours de l'optique derrière un conflit, il peut y avoir toujours quelque chose de constructif. Donc, il y a énormément d'études qui ont porté sur les conflits interpersonnels. Mais nous, on se focalise plutôt sur les travaux de Karen Jem, qui est arrivé à identifier trois types de conflits. On y reviendra plus tard. Et aussi la définition de Hartwig et Barkey, qui arrive à montrer quand même que quand on parle de conflit, il y a plusieurs dimensions qu'il faudra prendre en considération.
Par contre, quand on a regardé, on a vu qu'il y avait une rareté en fait des recherches qui essaient de mobiliser les espaces de discussion. C'est vrai que si je me focalise sur les travaux de Detchessar, quand on parle d'espace de discussion, c'est plutôt vu comme un opérateur de santé, c'est-à-dire parler des contradictions, des écarts entre le travail réel, le travail prescrit ou des difficultés que rencontrent les salariés. On a les études d'abord de Châtillon et Desmarais qui ont fait une étude quantitative très poussée où ils sont arrivés à montrer en fait que la plupart du temps, les espaces existants dans les entreprises ne sont pas bien utilisés. On le remarque nous tous, hein, la plupart du temps, on est en réunion et on n'est jamais productif et c'est quand on sort qu'on arrive à trouver des solutions. Et eux, ils ont conclu que les espaces les plus performants, c'est les espaces informels, c'est-à-dire la machine à café, les salles de pause. Habituellement, c'est là où on se confie, c'est là où on parle des contradictions, c'est là où on parle des difficultés. Et il y a une étude récente de Dallas Jabi qui s'est focalisée sur les tensions de rôle, qui a essayé de le mobiliser pour étudier les espaces de discussion. Donc là, on voit que le pourquoi l'espace de discussion a été créé comme opérateur de santé, on voit que maintenant, en management, on commence à s'approprier de ce concept. Et nous, on relève ce défi en se disant que pourquoi ne pas utiliser ou mobiliser les espaces de discussion afin de résoudre des conflits interpersonnels. Donc, on est parti de ce prisme, donc juste pour essayer de combler encore un gap théorique, pour essayer, entre guillemets, d'apporter des éléments nouveaux à la littérature. Donc, ce qui nous a amené à cette problématique, c'est-à-dire les espaces de discussion, est-ce que ça peut permettre de réguler les conflits interpersonnels? Ce qui nous a amené à nous questionner sur 3 éléments, c'est-à-dire d'abord, comment va s'articuler l'espace de la discussion, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des principes, est-ce qu'il y a des caractéristiques, est-ce qu'il y a une méthodologie quelconque qu'il faudra suivre quand il faut parler de l'ingénierie de la discussion? Est-ce qu'on va juste se réunir pour parler ou est-ce que la discussion doit ou est censé porter sur des éléments clairs, sur des éléments précis? Quelles sont les différentes étapes de l'ingénierie de la discussion? C'est vrai qu'un conflit, ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a un processus. Peut-être au début, il y a des facteurs de prédisposition, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant le conflit. Après, au fur et à mesure, il peut y avoir des phases d'escalade, des phases de désescalade. Donc là, on va essayer de voir est-ce qu'une ingénierie doit suivre des étapes et aussi en même temps, de quelle manière l'ingénierie peut permettre de réguler le conflit interpersonnel. Donc, on essaiera de répondre à ces 3 sous-questions de recherche. Pour répondre à notre problématique, vu qu'on est dans un raisonnement abductif où il y a déjà quelques éléments d'ordre théorique avant d'aller sur le terrain, nous avons mobilisé 2 concepts. Donc, les 2 concepts, c'est-à-dire les conflits interpersonnels et l'espace de discussion. Donc là, je vous présente les 2 concepts sous forme de blocs de manière schématisée pour vous donner les éléments les plus saillants au sein de chaque bloc. Si je prends le conflit interpersonnel, la littérature met en évidence 3 types de conflits. On a ce qu'on appelle le conflit relationnel, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à se supporter, ce qui peut arriver. Le conflit de tâches qui porte exclusivement sur le travail. Et le conflit de processus quand j'empiète sur la responsabilité d'autrui. Et un conflit peut se manifester de 2 manières. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir ce qu'on appelle le conflit larvé, c'est-à-dire que tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose qui pose problème, mais pour le moment, on s'attend juste à ce que ça pète ou ça explose. Et il y a le conflit qu'on appelle le conflit patent, qui est là, qui est manifeste, mais on ne fait rien. Et la plupart du temps, on a toujours tendance à utiliser la fameuse formule « avec le temps, ça va aller ». Mais malheureusement, le temps n'arrange pas tout le temps les choses. Si on se déplace sur l'autre bloc, l'espace de discussion. L'espace de discussion, nous avons mobilisé les travaux de Detchessart, donc qui pour la première fois a parlé de l'espace de discussion qui peut être utilisé comme un opérateur de santé. C'est-à-dire que l'espace de discussion va permettre de parler des contradictions ou du décalage entre le travail réel et le travail prescrit. Donc, Detchessart nous dit que pour qu'un espace de discussion puisse fonctionner, il faut respecter 4 éléments. Le premier élément, la discussion doit être exclusivement centrée sur le travail. On ne parle pas d'autre chose, on parle que du travail.
Deuxième élément, il faut qu'il y ait un manager pour piloter. Ça peut être un chef de service, ça peut être un manager ou n'importe quelle personne ayant une certaine légitimité pour animer l'espace de discussion. Troisième élément, l'espace doit fonctionner de manière régulière. Ça peut être chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, mais il faut quand même qu'il y ait un timing régulier. Et quatrième élément, qui est l'élément le plus important, l'espace doit être outillé. C'est-à-dire que au moment où on va mettre en place l'espace de discussion, il faut qu'on arrive à s'appuyer sur un dispositif interne ou sur un outil quelconque qui va permettre, qui va servir de support, de base, pour qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose. Et l'ingénierie de la discussion, donc nous, par rapport à notre étude, vu que l'espace doit être outillé, on a essayé de mobiliser un dispositif interne qui existe dans le secteur social et médico-social qu'on appelle l'analyse des pratiques, où d'une manière simple, on se réunit entre professionnels pour discuter, pour échanger des contradictions ou des difficultés rencontrées dans l'exercice de nos pratiques respectives. Donc, nous allons utiliser ce support pour outiller notre espace de discussion. Et l'analyse des pratiques obéit à 4 modes de fonctionnement. Premier élément, on a ce qu'on appelle la phase d'exposition, où l'idée c'est d'exposer le problème, c'est-à-dire les facteurs de prédisposition. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit? Phase de clarification, où là, les acteurs vont commencer à se questionner sur leurs pratiques. Où là, on a l'impression qu'il y a une certaine réflexivité qui va se mettre en place. La phase de compréhension, où là, on va identifier carrément là où le bas blesse pour essayer de trouver à la fin la phase de clôture, c'est-à-dire des solutions. Qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place pour passer à côté de ce, pour solutionner ce conflit. Donc, au niveau de ces 2 blocs, on met en évidence le fait que l'idée, c'est d'arriver à réguler le conflit interpersonnel. Mais pour arriver à réguler ce conflit interpersonnel, il faut prendre en compte tout ce qui porte sur les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs. Parce que dans l'espace de discussion, quels seront les acteurs qui vont être mobilisés? Et aussi, en même temps, les facteurs contextuels. Les facteurs contextuels font écho à la première diapositive quand j'avais mis en évidence les éléments relatifs au secteur social et médico-social. Donc là, ça vous permet voilà, d'avoir une idée du cadre conceptuel et des concepts qu'on a mobilisés avant d'aller sur le terrain. Alors, pour répondre à pour répondre à notre problématique et mettre en évidence ce cadre conceptuel, une méthodologie a été mise en place. Donc, avec comme structure l'Institut médico-éducatif. Donc, c'est un institut qui est en semi-internat, qui accueille 126 jeunes qui sont âgés de 6 à 20 ans, déficients intellectuels. Donc, l'Institut remplit 3 missions. Donc, on a une mission pédagogique qui est annexée par rapport au projet d'établissement, qui explique le mode de fonctionnement et tout ce que l'institution va essayer de mettre en place. On a une dimension thérapeutique, pratiquement c'est ce qu'on appelle l'équipe médicale, et on a une dimension éducative qu'on va appeler l'équipe éducative, où on retrouve habituellement des éducateurs spécialisés. Et comme acteur, on a le directeur, 2 chefs de service, une équipe médicale, une équipe éducative et des bénévoles. Donc, nous avons mis en place une méthodologie qualitative fondée sur l'étude de cas, parce qu'au vu de notre problématique, voilà, notre objectif, c'est de comprendre, d'arriver à comprendre les mécanismes, comment à travers l'espace de discussion, on peut arriver à solutionner le conflit. Donc, nous avons mis en évidence une étude de cas unique avec l'Institut médico-éducatif. Et à travers cette étude de cas unique, on a essayé de récolter des données. Donc, nous avions mis en évidence une étude longitudinale qui obéit à 3 phases. Une phase exploratoire de 3 mois, après une phase intensive de 12 mois et une phase de validation. Sur chacun des mois, on a toujours interrogé les mêmes personnes. Et du début jusqu'à la fin de l'équipe longitudinale, nous avons aussi en même temps assisté aux espaces de discussion qui ont eu lieu. Ça nous a permis de récolter des infos et d'être dans une posture d'observant non participants. Donc, les données collectées. 40, je pense que c'est une faute de frappe. Nous avons collecté donc 40 récits de pratique, des observations non participantes et des documents internes comme les livres de compétences, les projets d'établissement, donc toujours dans une optique de triangulation.
Donc, une analyse thématique de contenu a été réalisée avec le logiciel NVivo, vu le nombre considérable de données qui nous a permis, voilà, donc après, on a mis en place une codification en fonction du secteur d'activité, de la structure et du statut de la personne. Est-ce que c'est de l'équipe médicale? Est-ce que c'est de l'équipe éducative? Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que c'est le chef de service? Alors, ce qui nous amène au résultat. Donc, par rapport aux résultats, je vais essayer de reprendre en fait les éléments constituants de l'espace de discussion. Donc, l'espace de discussion est censé, voilà, se focaliser sur, par exemple, le travail. Donc, ce que j'appelle l'aboutissement de la discussion. Parce que ça a permis, par exemple, de créer une charte d'orientation. Parce qu'en fait, on voit que tout le temps, l'équipe médicale, avec cette facilité peut-être d'empiéter sur le travail de l'équipe éducative, donc vice-versa. Donc, en ayant une charte d'orientation, ça permettait de savoir ce que chacun est censé faire. Mise en débat aussi de la prescription, parce qu'on voit toujours, il y a cette fameuse décalage entre le travail réel et le travail prescrit. Ce qui amène aux travaux de 2 jours, quand on parle par exemple que derrière chaque type de travail, il y a ce qu'on appelle ce sentiment de reconnaissance avec le jugement d'utilité et le jugement de beauté. Est-ce que ce que je fais, c'est nécessaire? Est-ce que ce que je fais, est-ce que j'arrive à avoir une reconnaissance de la part, par exemple, de mes pairs, de la part de mes collègues? L'aboutissement de la discussion, il y a aussi ce qu'on appelle cette décentration de soi. Donc là, on l'a remarqué, où l'espace de discussion va permettre à chaque acteur d'arriver à promouvoir cette dimension relative à l'affect, mais aussi de prendre de la distance par rapport à sa pratique. Après, on a ce qu'on appelle le périmètre de la discussion. Et là, au sein de l'ingénierie de la discussion, nous avons remarqué en fait que l'animateur a essayé de promouvoir une forme d'écoute active où l'idée c'est d'arriver toujours à accueillir le climat émotionnel de la personne qui va prendre la parole. Et chaque fois, au moment de la discussion, au moment des échanges, il incitait les participants à utiliser le jeu. Parce que quand on utilise le jeu, peut-être ce sera plus facile d'arriver à dire ce qui pose problème, d'arriver à parler de ses émotions, d'arriver à parler de ce qui nous préoccupe et d'arriver aussi à parler de ses besoins. Parce que la plupart du temps, en termes de conflit, on a tendance à utiliser le tu, toujours indexer l'autre. Alors que l'idéal serait de dire textuellement ce qui pose problème en utilisant le jeu. Donc ça a permis quand même de laisser à chaque personne, voilà, s'exprimer et de mettre en évidence, voilà, les éléments qui posaient problème. Donc, ça renvoie un peu à ce qu'on appelle l'analogie de l'iceberg. C'est-à-dire que quand on fait face à un iceberg, voilà, la partie émergée, peut-être ça va pas être la partie la plus importante. Et là, c'était de voir quels étaient les éléments de fond même de la contradiction. Et pour aller chercher ces éléments de fond de la contradiction, on accueille le climat émotionnel et permettre à la personne d'utiliser le jeu. Donc, c'est une attitude à favoriser. L'espace de discussion, c'est un outil aussi de perfectionnement. Ça permet aussi peut-être, voilà, de prendre de la distance et aussi de prendre conscience qu'il y a une forte pluridisciplinarité et il faut essayer de faire tout pour faire œuvre de ce qu'on appelle cette transdisciplinarité, c'est-à-dire que comment chaque discipline peut arriver à combler la discipline de l'autre. Et ce qui est hyper intéressant aussi sur notre outil, c'est que ça nous a permis en fait de mettre en évidence un espace formel. Parce que dans le médico-social, l'analyse des pratiques existe depuis la nuit des temps, depuis la création de ce secteur. Mais par contre, ce qu'on avait remarqué, c'est que c'est un dispositif qui a été toujours dévoyé, où habituellement, quand les gens se rassemblaient, ils passaient leur temps à rigoler, à parler d'autres choses, alors que ça peut être un outil extrêmement important. Donc là, l'idée, c'était voilà, de permettre aux personnes d'arriver à avoir un espace formel et de ne pas tout le temps se retrouver devant la machine à café ou à la salle de pause pour parler de choses sérieuses. Donc, un rythme régulier où il y avait tout le temps des sujets variés, centrés sur le travail, et aussi en même temps revaloriser un espace existant comme l'analyse des pratiques. Et enfin, l'implication du manager. Donc là, ce qui était appréciable, c'est que dès le début, le manager leur a expliqué que ce n'est pas son rôle de trouver la solution. Donc lui,
L'idée, c'est de faire abstraction des positions, parce que là, on avait deux positions. D'un côté, l'équipe médicale, d'un autre côté, l'équipe éducative. Et en termes de conflit, il faut être vigilant là-dessus, parce que la plupart du temps, notre perception est maquillée par les deux positions qu'on voit, alors que ce ne sont pas ces deux positions qui sont les plus importantes. Les éléments les plus importants, ce sont ce qu'on appelle ces éléments de fond de la contradiction, ce que j'appelais tout à l'heure cette face cachée de l'iceberg. Donc là, dès le début, il leur a expliqué qu'il n'est pas le porte-parole, voilà, qu'il est juste là, en fait, comme étant un rôle de facilitateur. C'est-à-dire, malgré toutes leurs différences, il va essayer, entre guillemets, de leur faire comprendre qu'il y a ce fameux dénominateur, petit dénominateur commun qu'il faudra aller chercher. Donc là, l'idée, c'est de laisser la parole à tout un chacun qui va s'exprimer sans être interrompu, toujours en utilisant le jeu. Donc, il a joué ce rôle de facilitateur. Donc, ça a permis aussi de mettre en évidence ce travail d'élaboration transférentielle et contre-transférentielle qui va permettre chaque fois aux acteurs de prendre du recul par rapport au transfert de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et ce qui est important aussi, c'est que quand Mathieu Detresar a créé les espaces de discussion, il n'avait pas pris en compte un enjeu fondamental, c'est-à-dire qu'importe l'espace de discussion on mettra en place, il faudra toujours essayer de le coupler avec la stratégie de l'entreprise, ce qui est hyper important. Si l'espace est déconnecté du moins de la stratégie de l'entreprise, ça ne vaut pas le coup. Et ici, la stratégie de l'entreprise, c'est le projet d'établissement, qui est l'élément phare. Donc, tout ce qu'on a essayé de mettre en place, on a essayé de le coupler avec la stratégie de l'entreprise. Donc là, au niveau des résultats, on a essayé de revenir sur la littérature avec les 4 principes de l'espace de discussion. Alors, donc tout à l'heure, on s'était posé une question en se disant que comment va s'articuler l'ingénierie de la discussion? Et au niveau des principes aussi de l'espace de discussion, si vous vous souvenez, le dernier principe, on nous a dit que l'espace doit être outillé. Donc nous, pour que l'espace soit outillé, on s'est basé sur l'analyse des pratiques. Et là, si on regarde la définition de Alfodi, on voit que ça permet de prendre de la distance. Ça engage un groupe de professionnels qui est accompagné par un animateur et qui vont essayer de réfléchir sur des métiers dans des situations de terrain. Donc, nous, on va essayer de reprendre les différentes phases de l'analyse des pratiques qui ont conduit à résoudre le conflit. La première phase, c'est ce qu'on appelle, donc sur chaque phase, on essaie de mettre en évidence l'objectif de la phase et vous donner aussi un aperçu de verbatim. Donc, tous ces verbatim qui ont été recueillis durant l'analyse des pratiques se sont faits pendant nos périodes d'observation non participantes. Donc, au regard voilà, de notre posture, on ne posait pas de questions, on était juste là pour observer, pour noter. Ça nous a permis aussi en même temps de se dire à tout moment, quelle est la personne qu'on pourrait interroger à la fin, par exemple, de l'analyse des pratiques. Donc, la phase d'exposition, là, on met en évidence ce qu'on appelle les facteurs de prédisposition. C'est-à-dire que chaque fois, quand on fait face à une situation conflictuelle, c'est hyper important de savoir qu'est-ce qui s'est passé en amont. Et habituellement, c'est là où on apprend énormément de choses. Donc, les facteurs de prédisposition. Après, on passe à ce qu'on appelle la phase de clarification, où là, il y a les questionnements divers sur le conflit de tâches. Donc là, on va donner la parole, où là, on commence à utiliser, à expérimenter l'usage du jeu. On va laisser la place à chaque acteur pour s'exprimer, pour dire carrément qu'est-ce qui pose problème. Et là, on a un exemple de l'équipe éducative qui dit que voilà, qu'il n'y a aucune possibilité de dialogue avec l'équipe médicale, comme si on avait peur de ce qui pourrait être dit. Après aussi, quand on revoit un peu l'historique aussi du médico-social, il ne faut pas oublier qu'au début, qu'on était sur la période confessionnelle, au début, les médico-social, où c'était les églises qui géraient les personnes démunies, les personnes qui étaient dans des situations compliquées. Après, il y a eu un moment où l'église était dépassée, ce qui fait qu'on arrive à ce qu'on appelle la période médicale, où à un moment donné, il y avait la folie, mais aussi à un moment donné, voilà, il n'y avait pas juste que la rédemption qui allait compter, mais il fallait apporter un aspect médical. Et c'est là d'où vient ce qu'on appelle le pouvoir clinique. Et ça, on le voit tout le temps dans ces structures, c'est-à-dire que toutes les personnes appartenant à la sphère médicale ont un pouvoir clinique sur les autres acteurs. Et des fois, ça se voit lors des conflits, ou par exemple ici, de temps en temps, vous entendez l'équipe médicale qui va vous dire que voilà, les éducateurs ne font rien, ils sont juste là pour s'amuser, alors qu'eux,
voilà, ils sont là pour soigner, pour apporter cet élément. Donc ça vient de l'historique de ce pouvoir clinique. Troisième phase, on a ce qu'on appelle la phase de compréhension. Donc là, on va essayer d'identifier un dispositif interne. Et là, ils ont vu qu'ils avaient une réunion des synthèses, mais malheureusement, ils ont vu que la réunion des synthèses ne permettait de rien faire. Au contraire, c'était juste une décharge de toutes les tensions. Il y avait des dérapages. Chacun déballait son catalogue et ils n'arrivaient jamais à trouver une issue. Et à la fin, la phase de clôture, là, ils ont essayé de proposer des solutions. Et là, en se disant que le fait d'accueillir ce climat émotionnel de chaque participant, le fait voilà, de permettre à chaque interlocuteur d'exprimer ce qui compte réellement sur lui. Parce qu'habituellement, on est en conflit avec une personne, on nous donne la parole. Au lieu de dire ce qui compte réellement pour nous, on passe notre temps à invectiver l'autre. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Alors qu'on a besoin juste de savoir ce que vous pensez, c'est-à-dire sur les éléments de fond de la contradiction. Donc, pour outiller notre espace de discussion, on s'est basé de cet fameux outil qui est un dispositif formel. Donc là, on montre que des fois, en fait, que la résolution des conflits interpersonnels ne passe pas seulement par des relations interpersonnelles, mais ces relations même peuvent être instrumentées par des outils, mais aussi ces relations aussi peuvent être aussi bien utilisées par des dispositifs de support comme l'analyse des pratiques. Alors, donc au niveau de la contribution, voilà, contribution des connaissances, donc là on met en évidence quelques éléments de discussion. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir comme premier enseignement? Je pense que c'est hyper important de réfléchir sur comment on va aménager l'espace de discussion. Donc là, on a mis en évidence les principes, c'est-à-dire le travail, se focaliser sur le travail, avoir un animateur, avoir des espaces réguliers et outiller l'espace. Là, notre étude a permis de promouvoir ou de revaloriser même un espace formel, parce que c'est dommageable que les espaces informels soient les plus productifs, alors qu'il y a des dispositifs internes, des réunions qui existent, des espaces formels qui existent, mais la plupart du temps, ces espaces sont dévoyés au profit des espaces informels. Et là aussi, l'outil a permis de mettre en évidence ce qu'on appelle des icebergs restrictifs, avec l'analogie de l'iceberg où on laisse la personne s'exprimer en utilisant le jeu. Deuxième enseignement, l'espace de discussion favorise une prise en charge de la régulation des conflits interpersonnels. Donc là, l'idée, c'est d'élargir la pertinence de l'espace de discussion parce qu'au début, c'était utilisé pour consulter un opérateur de santé au travail. Donc, nous, on a essayé d'aller au-delà de l'instrument originel pour se dire pourquoi ne pas l'utiliser de manière intuitive pour analyser des conflits interpersonnels. Et ce qui est hyper important aussi, c'est qu'on a remarqué qu'il y a une forme d'acceptabilité du conflit. Et quand il y a une forme d'acceptabilité du conflit, c'est une opportunité pour développer ce qu'on appelle un potentiel de résolution du conflit. Pour cela, il ne faut pas avoir peur des conflits. Et ça permet de faire émerger des solutions opérationnelles, par exemple en mettant en place une charte d'orientation organisationnelle, c'est-à-dire essayer de donner encore plus de poids du moins, ou essayer même de valoriser ces espaces formels qui existent comme l'analyse des pratiques. Troisième enseignement, l'espace de discussion a plus de facilité à réguler les conflits interpersonnels lorsqu'il est bien outillé. Et là, on met en évidence en fait l'autre aspect de l'outil. Parce que quand on parle de l'outil de gestion, il y a deux angles d'attaque. Premier angle d'attaque, on nous dit que l'outil a toujours sa dimension habilitante, c'est-à-dire que l'outil est là pour normer, pour instrumenter. Et l'autre côté, c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que l'outil peut permettre de développer ce qu'on appelle la flexibilité interprétative, c'est-à-dire qu'avec l'espace de discussion, il y a une opportunité qui s'ouvre, par exemple, aux participants d'arriver à utiliser aisément l'outil en fonction de leur aspiration et de ne pas tomber sur l'autre dimension de l'outil qui est là pour contraindre, pour habiliter, pour faire telle ou telle chose. Et en même temps aussi, le fait d'utiliser l'outil de gestion, ça peut prendre le pas sur les failles de la prescription. Ça montre que ce fameux décalage entre ce travail réel et ce travail prescrit, donc l'outil peut des fois compenser certaines failles. Et on a l'impression que là, l'espace de discussion joue ce qu'on appelle le rôle d'objet frontière.
avec les travaux de Starr et Griezmann, l'objet frontier, c'est quoi? C'est en fait tout outil, tout dispositif permettant à deux mondes sociaux différents de pouvoir se réunir pour discuter et échanger. Et là, on l'a testé avec l'équipe médicale et l'équipe éducative. Quatrième enseignement, l'espace de discussion permet de se recentrer sur le travail et ses contradictions. Et là, ça nous renvoie un peu aux travaux de 2 jours, aux travaux d'Yves Collot, sur ces activités qui sont empêchées, sur ces activités qui sont suspendues, ce qu'on appelle la qualité empêchée, sur ces activités qui sont sacrifiées. Donc, l'espace va permettre de mettre en évidence ces contradictions. Ça permet aussi de reconstruire des collectifs de travail. Parce que quoi qu'on dise, que ce soit l'équipe médicale, que ce soit l'équipe éducative, ils appartiennent tous à la même institution. Et il y a un élément qui fédère l'institution, c'est quoi? C'est le projet d'établissement. Et là, ce qui est hyper important, c'est que l'espace de discussion a permis de conforter les travaux de Jean-Daniel Reynaud, qui dit que il y a 3 types de régulation. La régulation autonome, la régulation de contrôle et la régulation conjointe. Et là, avec l'espace de discussion, ça a permis de développer ce qu'on appelle cette régulation conjointe. Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir des apports au niveau des connaissances, mais il ne faut pas perdre de vue aussi la dimension managériale. Donc, nous, première implication managériale, c'est que là, l'espace a permis de mettre en jeu des connaissances liées à l'action, c'est-à-dire sur le pratique, prendre conscience aussi de ces représentations, de ces filtres personnels, parce que l'équipe médicale, peut-être ils étaient juste à fond sur leur pratique et avaient perdu de vue qu'il y avait d'autres acteurs, avec d'autres manières de faire, avec d'autres préoccupations, avec d'autres modes de fonctionnement. Deuxième implication managériale, la promotion des dispositifs managériaux. Parce qu'habituellement, quand il y a un conflit, on a toujours tendance à penser, il faut un médiateur, il faut utiliser tel outil, ou peut-être il faut avoir adopté telle ou telle posture. Mais quid des dispositifs managériaux? C'est pour cela que des fois, on demande aux gens, quand il y a eu le conflit, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ils nous disent, on n'a rien, on n'a aucun dispositif. Et quand on regarde, quand on réfléchit, quand on questionne, on voit que malheureusement, il y a des dispositifs internes qui existent. Mais le problème, c'est qu'au lieu de valoriser ces dispositifs, les gens vont plus donner de l'importance aux dispositifs informels, machine à café, salle de pause. Donc là, l'espace de discussion va permettre de scénariser le conflit, parce que le conflit, ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a des phases, donc ça permet de scénariser donc le conflit. Ça permet de développer ce potentiel de résolution, mais aussi ça permet de saisir l'origine, c'est-à-dire les facteurs de prédisposition et aussi les voies de dépassement aussi du conflit. Et troisième implication managériale, notre étude permet aussi de promouvoir les outils de gestion. C'est vrai que ça peut faire peur, parce que si vous vous rappelez quand j'avais introduit un peu les spécificités structurelles et culturelles du médico-social, c'est vrai que c'est un secteur qui a vu apparaître certains outils de gestion vers les années 80. Donc, jusqu'à présent, il y a encore une certaine réticence parce qu'il y a des acteurs, si on regarde le vrai travailleur social, c'est une personne qui est à fond sur l'humain. C'est une personne qui n'aime pas du tout entendre parler de performance, de parler de chiffres et tout. Non, nous, on est là pour faire, entre guillemets, du cocooning, pour prendre soin de l'humain. Donc, c'est une personne qui a du mal à accepter cette pilule et qu'on parle d'outils. Mais, de temps en temps, est-ce que ce n'est pas bien de réfléchir sur une forme d'hybridation, c'est-à-dire le mix entre les dispositifs et les outils? Donc, c'est pour cela qu'on parle de déliaison entre les discours, les actions et les décisions de l'organisation et de se dire que l'outil n'est pas juste là pour avoir une fonction habilitante, mais aussi l'outil est là, pour, entre guillemets, répondre aux failles de la prescription, mais aussi pour permettre aux acteurs d'arriver facilement à solutionner tel ou tel type de conflit. Donc voilà en somme ce qu'on voulait vous présenter avec Nadia. Donc merci de votre attention et on reste disponible pour répondre à vos questions. Merci Adama pour ta présentation. Je vais donc ouvrir maintenant la période des questions. Pour poser vos questions, vous pouvez soit les écrire directement dans le clavardage et moi je vais les lire à haute voix à nos conférenciers, ou sinon vous pouvez aussi lever la main et directement discuter avec nos conférenciers. Vous êtes libre aussi de faire comme ça. J'aurais déjà une question que j'ai reçue dans le clavardage. Comment est-ce que les espaces de discussion sont-ils animés?
Est-ce qu'il y a une forme d'animation comme standardisée? Je vais revenir sur... tout à fait. C'est-à-dire que quand on met en place un espace de discussion, il faut que ça obéisse en fait à quatre principes. C'est-à-dire que on se focalise que sur le travail. On ne doit pas parler d'autre chose. Alors qu'habituellement, c'est ce qu'on voit dans les réunions. Facilement, on peut sortir du cadre de la réunion. Donc là, on se focalise que sur le travail ou ce qui pose problème. Par exemple, là, c'était un conflit. Il faut un manager. Et le manager, j'insistais tout à l'heure là-dessus, il doit jouer le rôle de facilitateur. Voilà. Il n'est pas là pour trouver la solution. La solution doit émaner des personnes qui sont en conflit. L'espace va se faire avec un rythme régulier. Ça peut être chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines. Ça va dépendre, entre guillemets, du fonctionnement de la structure ou de l'organisation. Il faut que l'espace soit outillé. C'est pour cela que nous, on est allé chercher un dispositif interne, un outil qui existe déjà, l'analyse des pratiques qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour parler, entre guillemets, des difficultés de la prise en charge, pour le mobiliser au sein de l'espace pour arriver après à échanger sur le conflit. Donc, il y a des principes qu'il faudra respecter. J'ai une question de Jean-Claude Laurent qui nous dit « Je vois beaucoup de rapprochements entre l'analyse des pratiques et la technique du groupe de co-développement très populaire au Québec. Qu'en pensez-vous » Un rapprochement entre Entre l'analyse des pratiques. Je peux peut-être commencer, Adama, puis tu pourras compléter là, au niveau de ce que les groupes de co-développement que je connais ou que j'ai entendu parler ou que j'ai participé, on est plus responsable d'amener une situation puis on la discute avec des collègues, habituellement des collègues qui ne sont pas nécessairement dans notre équipe immédiate. Donc, la différence que je voyais avec les analyses de récits de pratique et dans l'espace de discussion aussi, c'est vraiment d'amener les problèmes à l'équipe concernée. Versus en co-développement, j'ai l'impression qu'on amène notre enjeu et les autres nous aident à le travailler, à le ramener à notre équipe, à comment on peut le travailler. Tandis que dans les analyses de récits de pratique, c'est vraiment tous les acteurs concernés qui travaillent ensemble et qui osent là, se confronter là-dessus. Là. C'est un peu la différence que je vois. Là, mais Adama, tu peux compléter. Oui, c'est vrai qu'après, en fonction des... c'est vrai que ça nous a fait tout le temps rigoler avec Nadia, parce que des fois, j'utilisais des termes, Nadia me dit non, chez nous, c'est comme ça, en fait. Mais après, voilà, il y a plusieurs noms. Hein. Des fois, on parle d'espace d'échange, de pratique, il y a d'espace de discussion, d'espace de débat. Il y a énormément, voilà, il y a énormément de terminologies qu'on utilise. Mais ce qui est bien, c'est qu'on le voit maintenant en management, plus globalement en gestion, on commence quand même à mobiliser des concepts, voilà, des concepts qui sont plus issus de la psychologie, santé, sécurité au travail, comme l'exemple de l'espace de discussion. J'ai une question de Francis Etheridge qui demande qui est la meilleure personne pour initier la rencontre de résolution de conflit, le gestionnaire ou la personne en situation de conflit? Bonne question, parce qu'habituellement, quand il y a un conflit, on ne cherche pas à comprendre. Hein. Tout de suite, on se dit, où est la personne qui dirige? Où est le manager? Parce qu'on est aussi dans la fonction arbitraire. Vu notre posture et vu notre statut, quand il y a un problème, c'est nous qui devons prendre des décisions. Ça, c'est bien. Mais par rapport à l'espace de discussion, il faut que le manager soit carrément vigilant. Voilà, soit carrément vigilant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour trouver la solution. Ce n'est pas à lui de trouver la solution. Mais par contre, l'idée, c'est de mettre les acteurs dans les meilleures dispositions possibles. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de facilitateur. Donc là, l'idée, c'est voilà, de faire de telle sorte que quand chaque personne, c'est-à-dire que dès le début, il faut carrément qu'il explique le cadrage, les éléments de cadrage, c'est-à-dire de dire que voilà, chaque personne va prendre la parole. Quand vous allez prendre la parole, on ne va pas vous interrompre. Et quand vous allez vous exprimer, vous allez utiliser le je. On n'a pas du tout envie d'entendre le tu. Non, non. Dites-nous, vous, réellement, ce qui se passe au fond de vous-même, parce que c'est facile de dire à l'autre ça, mais c'est quoi vos besoins? C'est comme ce qu'on appelle en fait les intérêts, les préoccupations, les besoins, les motivations et les valeurs.
Il y a des études qui portent là-dessus ou qui parlent de l'analogie de l'iceberg. Donc là, la meilleure personne, c'est le gestionnaire, le manager, l'animateur, mais à condition de jouer un rôle de facilitateur. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui doivent aller chercher, en fait, cette partie cachée d'éléments de fond de la contradiction chez l'autre en l'écoutant, juste pour se dire, bah, mine de rien, malgré toutes nos différences, on a un petit dénominateur commun. Et là, le manager, il commence à faire son tour juste pour leur faire comprendre en fait que vous n'êtes pas éloigné. Parce que ce soit médical ou éducatif, bah, l'objectif c'est quoi? S'occuper des jeunes, voilà, d'être en phase avec le projet d'établissement. Juste peut-être rebondir, parce que je vois qu'il y a une question là, qui rebondit vraiment sur cette réponse-là. Par rapport à, dans l'étude, je crois que c'était vraiment les managers qui connaissaient bien l'équipe, les gestionnaires des équipes. Ce n'était pas nécessairement une personne neutre là, qui venait jouer le rôle d'animateur. C'était vraiment les gestionnaires, les chefs d'unité, par exemple, qui jouaient ce rôle-là. En plus, par rapport à ce que dit Nadia, c'est risqué. Hein? C'est risqué des fois de faire appel à une personne externe. Parce que voilà, ce qui fait que le manager même qui est en interne va être doublement évalué. Parce que déjà, on se dit qu'il n'est pas légitime parce qu'il a fui le conflit. Au lieu de le résoudre, il fait appel à une autre personne. Imaginons que ça ne marche pas avec l'autre personne. Ça peut faire, ça peut faire ça peut faire pas mal de dégâts. C'est ça, c'était une question de Nathalie Larochelle, mais c'est ça, je voulais voir là, avec, ça rebondissait bien, je trouve, ce que tu disais, là, mais dans le cas de l'Institut médico-légal, c'était les gestionnaires là, actifs qui ont joué ce rôle-là, pour les raisons que tu nommes. J'ai une question qui est aussi en lien avec le rôle du gestionnaire de Jean-Claude Laurin. Il demande, serait-il possible d'utiliser cette technique dans un établissement où la culture de gestion est très autoritaire, étant donné que le rôle du manager dans la technique est celui d'un animateur? J'ai loupé le début. J'ai un problème de connexion. Rapidement aussi. Et il demande, serait-il possible d'utiliser cette technique dans un établissement où la culture de gestion est très autoritaire, étant donné que le rôle du manager dans la technique est celui d'un animateur? Après, ce qui est un peu, par exemple, voilà, moi j'ai fait mon doctorat dans le médico-social où j'avais étudié 3 types de conflits. Vu qu'il y a 3 types de structures dans le médico-social, gérontologie, sachant et sur chaque secteur d'activité, j'avais étudié un type de conflit. Et tout ce que j'avais eu comme résultat, c'est pour cela que quand je mettais en évidence le modèle, le fameux schéma avec les 2 blocs, je finissais en vous disant que c'est bien de prendre en compte les personnes qui sont concernées par le conflit, mais aussi les facteurs sexuels et les facteurs structurels et culturels. Et je pense qu'il y a ça aussi, en fait, qui agit énormément. Parce que là, en fait, conflit qui est violent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'affect qui est là. Il y avait une part importante à l'affect. Est-ce que ça, on va retrouver ça facilement dans une situation en termes de performance qui est complètement éloignée, voilà, de l'humain, qui ne pense qu'à faire du chiffre. Donc voilà, c'est pour cela que la seule vigilance que je dois avoir tout le temps quand je présente des éléments par rapport à mes travaux de terrain, c'est toujours de dire que c'est fait dans un contexte spécifique. Mais rien ne me garantit qu'en utilisant un guide, en faisant les récits, est-ce que je vais parvenir au même résultat, ce qui m'étonnerait. Donc, il y a le contexte qui agit énormément. Je compléterais peut-être un petit peu, effectivement, là, quand on est dans un contexte plus autoritaire ou une approche plus top-down, tout l'élément d'alignement avec les orientations stratégiques de l'organisation sont d'autant plus importantes parce que sinon, il faut aussi gérer les attentes. C'est sûr que si dans la résolution de conflits, dans les solutions proposées, ça implique des modifications au niveau de certaines pratiques, bien, il faut s'assurer d'autant plus dans une organisation autoritaire qu'on reste dans le cadre qui est bien défini. Donc, c'est important peut-être à ce moment-là de bien définir le cadre, l'espèce de carré de sable dans lequel on a une certaine liberté d'action pour trouver des solutions. Là.
je pense que ça fait partie d'un contexte là, à ce moment. Mais dans tous les contextes, je pense que c'est important de bien définir ça, mais dans un contexte autoritaire, c'est encore plus, c'est encore plus important d'être vigilant à ce niveau-là. J'ai une question encore dans le clavardage de Mihaela Popovici. J'ai pu comprendre que la clientèle à l'étude est une clientèle jeune, en développement de personnalité probablement, présentant une DI. Selon vous, les conflits de personnalité de quelle catégorie font-ils partie et quelles solutions voyez-vous? Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est pour cela que le jour de la soutenance de ma thèse et tout, j'ai essayé de défendre argument en fait que, voilà, que j'étais toujours sur les conflits interpersonnels parce qu'il y a énormément de typologies de conflits, légitimité, valeur, de rôle et tout. Mais les conflits de personnalité, je mettrais plus à l'intérieur des conflits relationnels où là, en fait, on n'arrive pas du tout à supporter la personne. Et ce sont des conflits qui sont hyper violents. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la perte de l'objectif premier. Quand on est dans une situation conflictuelle, les gens ont tendance à oublier en fait le pourquoi ils étaient en conflit. Et là, maintenant, ce qui les intéresse, c'est carrément de porter préjudice à la personne. Et on oublie complètement le conflit. Donc, ouais, il y a ce qu'on appelle le biais perceptuel, c'est-à-dire qu'il suffit, par exemple, je suis en conflit avec Nadia, il suffit que Nadia ouvre la bouche, tout de suite, je vais croire qu'elle va parler de moi. Donc, je suis hyper sensible par rapport à ce que Nadia va dire. La simplification cognitive. On me demande, bah, qu'est-ce que vous pensez de Nadia? Je ne vais pas me gêner. Je vais la décrire comme j'ai envie de la décrire. Donc là, on voit que voilà, ces conflits de personnalité, on le retrouve en fait dans les conflits relationnels. Où au début, on se focalise sur la relation et après, on laisse de côté le conflit. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'accéder à l'identité de l'autre et de faire tout, entre guillemets, pour porter préjudice à l'autre. Et quelles solutions? Il y a énormément de solutions, il y a énormément de méthodologies qui existent, comme la communication non violente, l'écoute active, c'est hyper important, les techniques de reformulation pour apaiser des situations, le raisonnement socratique, où voilà, au lieu de répondre par une réponse normale, on répond par une question, mettre en place aussi des médiations, tout ça, ça peut-être ça peut être des techniques. C'est pour cela qu'on a voulu, entre guillemets, sortir un peu des techniques traditionnelles pour essayer de mobiliser en fait ces espaces d'échange et de discussion. J'ai une question de Mélanie Drouin. Quel sera le résultat suite à l'espace de discussion? Est-ce qu'il y a des outils tels que tâches revues, processus clarifié, méthode de travail? Bah, le premier résultat qui a été probant, c'est qu'ils ont mis en place une charte d'orientation parce qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, essayer de mettre en place une logique de frontière. C'est quoi le travail qui est dévolu à l'équipe médicale? C'est quoi le travail qui est dévolu à l'équipe éducative? Deuxième résultat, c'est que la mise en place de l'espace de discussion a permis en fait de donner plus de poids, de revaloriser l'analyse des pratiques, qui était un dispositif interne qui existait depuis le fonctionnement de l'établissement, mais qu'ils n'ont jamais bien exploité, qu'ils utilisaient toujours comme une forme de décharge, voilà, pour, entre guillemets, se divertir, parler de choses amusantes ou d'essais, alors que normalement, c'est un dispositif qui pouvait bien être exploité. Donc, ça a permis voilà, de revoir les méthodes de travail et ça a permis aussi aux acteurs de leur dire que voilà, même si vous êtes dans le médico-social, il ne faut pas avoir peur des outils. L'analyse des pratiques, c'est un outil, certes, mais il ne faut pas juste voir l'outil comme ayant une fonction habilitante, comme étant une sorte de contrainte, comme quelque chose qui est tout le temps normé, qui pèse énormément sur les acteurs. Ça, c'est vrai. L'outil peut jouer ce rôle. Mais dans l'autre sens, l'outil aussi peut avoir cette flexibilité interprétative, c'est-à-dire que chaque acteur peut utiliser l'outil pour arriver à retrouver du sens sur ce qu'il fait. Donc, l'outil peut permettre de donner du sens. Et l'outil aussi peut permettre d'avoir ce qu'on appelle ce sentiment de reconnaissance, ce jugement de beauté et jugement d'utilité. Et de ne pas tomber vers ce qu'on appelle cette qualité empêchée. Donc, l'espace a permis quand même de mettre en évidence pas mal
Et je pense que c'était aussi un enjeu fondamental de se dire, est-ce que ça peut marcher? Voilà, utiliser des conflits pour essayer de le transposer, alors que l'espace de discussion, quand Mathieu Detchasser l'a mis en place, ce n'était pas du tout pour résoudre des conflits. Au début, c'était juste voilà, comme un opérateur de santé pour parler des contradictions, voilà, relevant du travail. Mais c'est ça aussi le charme aussi de la recherche, hein, c'est-à-dire sortir des sentiers battus pour arriver à transposer des choses, arriver à tester. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. J'ai une question encore de Élise Landry. Est-ce que des dispositions particulières devraient être prises pour utiliser la méthode lorsque le conflit implique des personnalités difficiles? Là, on avait déjà deux catégories de personnalités extrêmement compliquées, hein, parce qu'habituellement, dans ces secteurs, toutes les personnes qui appartiennent au milieu médical, si je prends par exemple un conflit que j'avais étudié dans un établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes, c'était un conflit entre une animatrice et une aide-soignante. Donc, quand on vient dans une maison de retraite, l'animatrice, on a l'habitude de dire qu'elle ne fait rien. C'est vrai qu'elle passe son temps à chanter, à danser, à s'amuser avec les personnes âgées, mais c'est son métier. Par contre, les aides-soignantes, tous les jours, il faut qu'elles fassent la toilette, donner à manger, les médicaments. Donc, vous voyez, ils sont des journées. Et il y a eu un conflit. Et quand j'ai étudié les facteurs de prédisposition, l'animatrice n'avait pas encore ses diplômes, que c'était une ancienne aide-soignante qui a été promue animatrice. Donc, il y avait un problème de légitimité déjà dès le début. Et après, comme habituellement, en période de conflit, on apprend des choses qu'on ne voulait pas connaître. Il paraît que l'animatrice et le directeur de l'établissement n'étaient pas insensibles. Donc voilà, donc il y avait tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, le conflit a carrément exploité. Donc juste pour montrer et pour revenir voilà, à cette question qu'il faut avoir quand même de la vigilance par rapport aux éléments constituants et par rapport aussi voilà, aux personnes, par exemple, qui vont essayer de faire face par rapport au conflit. Peut-être je vais laisser Nadia rajouter des... Nadia, si vous voulez rajouter des... Non, ça va. C'est bien. J'ai une question de Jean-Claude Lorrain qui nous demande est-ce qu'une formation en communication ou en communication non violente ou encore en négociation raisonnée pourrait être préalable à l'analyse des pratiques? Tout à fait, parce que, par exemple, là, si on regarde l'attitude de l'animateur, on voit en fait qu'il a essayé juste, parce qu'habituellement, qu'est-ce qui pose problème quand on utilise la communication non violente? On le fait tout le temps, hein. On est fâché avec madame, on va rester dans notre coin et on va dire, je ne vais pas aller la voir parce que si je vais aller la voir, elle va m'envoyer balader. Mais est-ce qu'on a fait l'effort d'aller voir la personne? Pourquoi on passe toujours notre temps à anticiper la réaction des autres? Et tant qu'on va raisonner comme ça, on ne va jamais essayer de mettre en évidence la communication non violente. Et pour pouvoir communiquer de manière non violente, on nous parle tout le temps d'empathie, mais il y a des personnes qui ont une neutralité émotionnelle. Il y a des personnes qui ne ressentent rien. Vous pouvez tomber raide mort ici, ils regardent, ils disent, c'est la vie. Il y a la vie et la mort, ce sont des choses qui arrivent et qui continuent. Il y a d'autres personnes qui sont extrêmement émotives. Il suffit de voir la pluie, elles sont là en train de pleurer, c'est beau. Ce sont des éléments de la vie qui arrivent. Donc à l'intérieur même de l'espace de discussion, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait un micmac d'outils même qu'on a l'habitude d'utiliser en conflit. Parce que là, en disant aux personnes en conflit dès le début que moi, j'ai un rôle de facilitateur, on a l'impression que c'était la posture d'un médiateur. Parce qu'un médiateur, ce n'est pas lui de trouver la solution. Il doit être un facilitateur. En utilisant des icebergs respectifs, on a l'impression qu'il était en train de mettre la communication, l'écoute active, la technique d'écoute active. Et là, en utilisant le jeu, on a l'impression qu'il utilise cette technique qu'on appelle les IPBMV, c'est-à-dire les entraits, les préoccupations, les motivations, les valeurs. Ce qui se cache derrière cette partie inconnue de l'iceberg. Donc, en mettant en évidence l'espace de discussion, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. D'où, entre guillemets, la réflexion qu'il faut avoir sur la personne qui va animer.
qui va animer l'espace. Merci beaucoup. Je ne pense pas avoir d'autres questions dans le clavardage. N'hésitez pas si vous voulez toujours lever la main pour poser vos questions. Sinon, on va pouvoir mettre fin au séminaire. En tout cas, merci beaucoup Adama et merci Nadia pour votre présence. C'était une présentation vraiment riche, je pense, et très intéressante. Peut-être que Denis, tu veux... Merci beaucoup, Adama. Merci de ta présence encore une fois parmi nous. Ce fut très, très riche d'apprentissage. Merci à Nadia pour avoir participé également à l'activité. Merci à tous ceux qui ont bien voulu suivre cette dernière activité, ce dernier séminaire du Pôle santé pour cette saison. Et en espérant vous revoir en très grand nombre à l'automne prochain avec une autre programmation qui saura, j'espère, vous permettre un apprentissage, un grand apprentissage de la gestion en milieu de santé, en milieu de services sociaux. Donc, je vous salue et je vous donne un rendez-vous à l'automne prochain. Merci beaucoup, Adama, encore. Merci à Nadia et au plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à Florence également pour l'animation. Avec plaisir. Merci.